Ça marche mieux en l'allumant. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes à l'atelier Wi-Fi public de Nantes Métropole. Je dis ça pour ceux qui se demandaient. On n'est plus chez Engie, hein, c'est plus, c'est plus les bâtiments. Je suis Pierre-François Yost, je suis directeur de concession, responsable région Ouest chez Covage, opérateur d'infrastructure. Et nous serons trois à intervenir dans cet atelier. Je suis accompagné de Guillaume Mevel, qui est directeur des opérations chez COS Télécom, qui interviendra, et aussi Antoine Perfettini, chef de projet à la mission numérique de Nantes Métropole. Donc, trois intervenants, trois points de vue finalement sur un même projet, un même objet, qui est donc la mise en place du projet Wi-Fi public sur Nantes. Je vais d'abord vous présenter, de manière très rapidement, qui est Covage. Covage est un opérateur d'infrastructure qui œuvre sur le territoire depuis plus de 15 ans et qui a rejoint le groupe Altitude en fin d'année dernière, en octobre 2021, qui a fusionné aussi avec un autre opérateur qui s'appelle Cosque Télécom, ça c'était en janvier dernier. Et aujourd'hui, Covage couvre près de 62 réseaux en France et plus de 200 agglomérations, donc dans un modèle d'opérateur d'infrastructure wholesale B2B. Alors, on va aller un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire derrière, mais donc nous sommes bien un opérateur grossiste et on adresse uniquement les entreprises, les professionnels, les administrations. Donc, par opposition, nous ne faisons pas le grand public. Nous ne faisons pas peut-être, certains connaissent l'acronyme FTTH, qu'on appelle Fiber to the Home. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Une couverture nationale que j'évoquais, aujourd'hui, ce sont près d'1 million d'entreprises éligibles au réseau de Covage, plus de 7500 communes couvertes, ce qui représente derrière 40% d'entreprises éligibles à la fibre dédiée, qu'on appelle aussi le FTTO, Fiber to the Office, pour ceux pour lesquels ça parle, et 50% des entreprises éligibles en FTTH Pro. Pour le coup, c'est bien le service qui permet d'adresser les professionnels. La cible à terme pour Covage, c'est bien d'avoir une offre sur 100% des entreprises du territoire, que ce soit à travers les produits type FTTH, FTTO, FTTE. Alors, comment on arrive à cette cible de 100%? Ça passe à travers un investissement. Près de 150 millions d'euros aujourd'hui sont mobilisés pour déployer plus de 35 nouvelles métropoles en FTTO et près de 200 nouveaux NRO, ça c'est pour le FTTH Pro, ça c'est au niveau national. Et puis évidemment, Covage s'appuiera sur des réseaux tiers que l'on n'a pas déployés en propre, comme des opérateurs connus comme SFR, Orange, il y en a d'autres, TDF, Axione. Mais donc voilà, c'est à terme avoir une offre sur 100% du territoire. Le focus de Nantes Networks, donc c'était le réseau support, en partie, pour le réseau, pour le projet Wi-Fi de Nantes Métropole. Nantes Networks, aujourd'hui, ce sont plus de 1140 km de réseau fibre optique construit, 3400 entreprises, 179 zones d'activité pour 21 000 entreprises raccordables et 20 POP, dont une agence locale à Rezé avec 11 collaborateurs. C'est un réseau en place depuis 2012, on fête les 10 ans cette année, et aujourd'hui, ce sont plus de, j'ai déjà dit, 3400 entreprises et sites publics raccordés, et dont notamment les sites Wi-Fi. Alors, quel type de service apporte ce réseau de Nantes Networks? Les périmètres d'intervention de la DSP, vous le voyez sur le diagramme de droite, c'est bien au niveau sur trois types de services, que ce soit les infrastructures d'accueil, qu'on appelle aussi les fourreaux, mais aussi le réseau passif, la fibre optique qui va passer dans ces fourreaux, et des services actifs pour des réseaux opérés. Voilà, on est bien sur ces trois niveaux. Derrière, sur ces services, vous avez des opérateurs qui vont pouvoir construire leurs propres services avec des applications, je pense, assez connues finalement de tous les professionnels, que ce soit au niveau de l'informatique, on peut parler de stockage de données, de cloud, de téléphonie, j'inclus la visioconférence dans cela, la vidéoprotection, la gestion technique de bâtiments, c'était la table ronde finalement d'avant, hein, avec contrôle d'accès, chaudière, ascenseur, ou la gestion technique de la ville, tout ce qui est stationnement, panneaux, un message variable ou des bornes d'accès. Mais donc ce sont bien des opérateurs
finalement comme Cos Telecom, ce qui va nous expliquer, qui s'appuie sur le réseau pour mettre en place les services associés. Sur ce slide, il m'a paru important de rappeler finalement pour nous quels sont les 4 points clés sur ce type de projet, notamment à propos du modèle d'affaires. On croise régulièrement des collectivités qui nous demandent mais quel est le bon modèle d'affaires lorsque je veux m'appuyer sur un réseau d'initiative publique. Il n'y a pas un seul bon modèle, mais il y en a bien plusieurs, notamment que vous cherchiez un investissement en ce qu'on appelle en IRU, en droit irrévocable d'usage, ou plutôt de la location. Ça dépendra de la stratégie de la collectivité, mais aussi des compétences humaines et techniques qui vous permettront d'avancer sur ce projet. Et avant tout, bien sûr, les besoins de la collectivité. Ça, c'est un point très important. Par ailleurs, un projet doit refléter, un projet territoire connecté, doit refléter une vision du territoire. Là, nous, ce que l'on constate, c'est que souvent, c'est en optimisant un existant que pas à pas, vous allez pouvoir développer votre nouveau projet pour progressivement avancer vers votre but, le dessin global de votre territoire connecté. Par ailleurs, disposer d'un réseau d'initiative publique pour une collectivité est un vrai plus pour ce type de projet. Et là, en l'occurrence, c'est la position de Nantes Networks vis-à-vis des projets de la métropole. On regarde à chaque fois si les RIP peut apporter les services ou pas par rapport aux différents projets. Et dernier point, et ce n'est pas un des moindres, un AMO, un assistance à maîtrise d'ouvrage, est un vrai plus pour accompagner les collectivités, pour cadrer finalement les ambitions politiques et permet tout simplement d'atteindre le but et les services attendus. Quelques exemples d'usage aujourd'hui sur nos réseaux. On a essayé de les classer par grande famille. À l'horizontale, on a mis GFU, bâtiment connecté, vidéoprotection, hotspot Wi-Fi public, feu connecté, parking intelligent, mobilier urbain, BHNS, bus à haut niveau de service. Alors, vous pouvez voir, au niveau national, on a des réseaux, des territoires qui sont peut-être plus en avance que d'autres. Sur la première ligne, c'est le département de la Somme, notamment, qui s'appuie sur le réseau d'initiative publique pour beaucoup d'usages. On peut voir aussi sur la troisième ligne Nancy, qui est très active, que ce soit sur le mobilier urbain ou du BHNS. Nantes, aujourd'hui, le réseau de Nantes Networks est utilisé essentiellement pour les GFU, bâtiments connectés, vidéoprotection et hotspot Wi-Fi. Il faut savoir que ce type de projet ne peut émerger qu'avec l'accompagnement d'experts, en l'occurrence, sur ce type de projet. Notamment pour nous, chez Covage, c'est une cellule dédiée, marché public et territoire connecté, une cellule qui est dirigée par Cyril Devos, qui suit tous ces projets au niveau national, et Marie-Pierre Groux, qui est responsable régional marché public de la région Ouest. Ils sont présents avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons un stand et je vous invite à les rencontrer tout au long du Forum des Interconnectés. Concernant le projet Wi-Fi de la métropole, donc le réseau aujourd'hui raccorde 43 hotspots indoor. Ce sont l'ensemble des sites, ce sont souvent des sites publics qui sont déjà connectés par le réseau et qui accueillent un hotspot Wi-Fi. Et il y a aussi 7 hotspots outdoor, donc 2 sont connectés sous forme d'expérimentation. Et pour nous, l'objectif est clairement d'étendre le réseau de Nantes Networks pour accorder l'ensemble des hotspots qui soient outdoor, existants et bien sûr futurs. Quelques photos d'illustration sur aujourd'hui les hotspots indoor déjà raccordés. Ce sont des maisons de quartier, des salles municipales ou encore des EHPAD et des médiathèques. Voilà, j'en ai fini pour ma partie et la transition est toute trouvée. Je te laisse la télécommande, Guillaume, pour nous expliquer finalement comment tout ça s'est vraiment mis en œuvre et l'installation de ces hotspots et des services finalement qui ont été rendus. Merci Pierre-François. Je me présente rapidement, donc Guillaume Mével, je suis directeur des opérations chez Cos Telecom. Donc Cos Telecom est une société nantaise qui a une vingtaine d'années, qui fête ses 20 ans cette année, et nous sommes opérateurs Wi-Fi pour les collectivités principalement et dans les transports publics.
Donc nous déployons des bornes Wi-Fi publiques pour offrir de la connectivité aux usagers, et ceci en respectant la législation que nous imposent les hotspots Wi-Fi publics, c'est-à-dire offrir un portail captif et assurer 1 an de conservation des traçabilités de connexion, ce qu'on appelle les logs de connexion. Donc ici, j'ai affiché les principales collectivités avec lesquelles on travaille, donc, qui sont Nantes Métropole, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, et la collaboration avec Covage, également Metz Métropole, Strasbourg, Dijon. On a un gros réseau dans le Val-de-Loire numérique également, dans la région de Tours, Blois. On travaille avec le Lot numérique, et je me rends compte que j'ai oublié un logo qui est l'agglomération de Tours, avec lesquels on a environ 500 bornes en production. Donc voilà, un gros réseau qui est fonctionnel et qualitatif. Donc ma présence aujourd'hui, et je remercie Pierre-François pour cette invitation, est due au fait que nous sommes titulaires de l'accord cadre depuis 2 ans maintenant pour la mise en œuvre des services de hotspot Wi-Fi sur l'agglomération nantaise. Donc ce réseau Wi-Fi public s'appelle Nantes Wi-Fi public. Et aujourd'hui, donc à date, nous avons 7 hotspots qu'on appelle fixes au sol et 50 bornes embarquées dans 3 lignes de transport en commun. Donc les hotspots fixes, pour ceux qui connaissent l'agglomération et la ville de Nantes, sont situés donc place du Commerce, qui est en réfection actuellement, mais le hotspot est toujours présent. Place Rosa Parks à Malakoff, le parvis des Nefs, donc c'est l'endroit où le célèbre éléphant se mouvoit régulièrement. Il y a également un pôle d'échange multimodal donc, à Luchère, donc, qui est un gros lieu de transition entre les bus, trams, même le tram-train, et donc à forte fréquentation. Également le parvis gare de la gare Nord. On va équiper le parvis gare Sud également, mais il est en travaux actuellement. Il y a 2 hotspots dans 2 autres villes de l'agglomération, qui sont à Bougnay, place de l'Église, et à Rezé, place du 8 mai. Pour le moment, c'est les 2 seules villes où les réseaux sont présents, mais voilà, en 2022, le but est d'installer 2 ou 3 hotspots dans chaque ville de l'agglo. Les 3 navettes dont je vous parlais actuellement de transport en commun qui sont équipées sont donc les navettes aéroports, une dizaine de véhicules donc, qui vont du centre-ville de Nantes jusqu'à l'aéroport, comme son nom l'indique, et le busway et le e-busway, qui sont 2 lignes très fréquentées et où il y avait un gros besoin de connectivité également. Donc à date, 7 hotspots dans l'agglomération et 50 bornes embarquées. Les objectifs du projet avec Nantes Métropole étaient les suivants. Il fallait bien sûr en priorité mettre à disposition de tous des accès Internet gratuits, donc c'est-à-dire sans téléchargement d'application, sans besoin de rentrer des codes de carte bleue ou autre, mais vraiment pour pouvoir connecter tout le monde dans des endroits bien précis de l'agglomération. L'accès Internet est mis en place à la fois pour les citoyens, donc dans des lieux fortement fréquentés par les citoyens de l'agglomération, comme Place du Commerce, Rosa Parks ou le Parvis des Nefs notamment, mais également à des visiteurs en transit dans des lieux d'échange multimodaux, comme au pôle d'échange à Luchère ou à la gare, ou dans les lignes de transport en commun. Les connexions Wi-Fi doivent être de qualité et respecter la charte métropolitaine de la donnée de Nantes Métropole. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que sur le portail, je vous le montrerai sur le slide suivant, il n'y a aucune demande d'information, nom, prénom, adresse mail ou autre. Il n'y a pas de collecte de données pour derrière retravailler la donnée qui est faite, mais c'est vraiment une connexion en mode transparent et en respectant vraiment l'usager qui utilise le réseau. Et donc, dernier objectif, c'était absorber des pics de connexion dans des endroits fortement fréquentés. Et donc, nous avions des gros besoins de connectivité Internet, d'où l'utilisation naturelle de la fibre de la DSP de Nantes Networks sur les lieux où la connectivité était possible. Effectivement, dans les lignes de transport, on utilise encore de la connectivité cellulaire, mais sur les sites au sol, voilà, le design des réseaux, à la fois le design Wi-Fi, c'est-à-dire l'implantation des bornes, le nombre de bornes, mais également la qualité de la connexion Internet est vraiment importante, et donc on se doit de s'appuyer sur les meilleures connectivités possibles aux endroits donnés, et donc naturellement la fibre de la DSP est sollicitée.
Alors, le visuel du portail captif est le suivant, donc sur les différents lieux que je vous ai décrits précédemment. Donc, le portail captif, donc simplement, une fois que vous cochez avec votre téléphone de vous connecter sur le réseau Nantes Wi-Fi public, vous êtes redirigé sur ce portail captif. Donc avec un simple bouton connexion, donc pas de demande d'information, encore une fois, c'était la volonté de Nantes Métropole pour respecter la charte de la donnée, pas de collecte d'email ou autre, mais juste un bouton connexion. Derrière, des conditions générales d'utilisation à valider, ça c'est obligatoire que le côté opérateur. Et donc le portail qui a été mis en place est complètement neutre et assure une simplicité de connexion dans tous les points où les hotspots sont présents. Chose importante, il y a une reconnexion automatique qui est présente sur tous les hotspots de la collectivité. C'est-à-dire que si vous vous connectez par exemple dans une des navettes du busway, automatiquement quand vous arrivez place du Commerce ou place Rosa Parks à Malakoff, votre terminal va automatiquement se reconnecter au Wi-Fi sans repasser par la page du portail captif et sans revalider des conditions générales d'utilisation. Le but est de connecter le plus simplement possible et le plus rapidement possible les usagers. Donc je vous invite à vous connecter au réseau Wi-Fi dans les lieux indiqués. Alors les deux dernières slides sont des slides de statistiques d'utilisation pour juger de la pertinence du service. Donc depuis un an, donc c'est le stade de 2021, il y a eu environ 70 000 personnes différentes à se connecter sur au moins une borne des différents hotspots expliqués. Et ces personnes ont généré environ à peu près 877 000 sessions Wi-Fi. Donc du fait de la période 2021 avec les confinements ou autres, ces statistiques sont déjà très élevées et en 2022, voilà, on espère atteindre les 100 000 usagers différents et le million de sessions sera largement dépassé. Les sites dans lesquels il y a eu le plus de connexions et de personnes différentes à se connecter donc sont principalement le Parvis Gare Nord avec 14 000 personnes différentes qui se sont connectées et ensuite dans les lignes de e-busway puis Parvis des Nefs, place du Commerce, voilà. Globalement beaucoup de connexions à la fois sur les sites fixes et dans les transports avec une forte demande. Le camembert juste à côté indique la volumétrie, la répartition de la volumétrie graphique sur tous les sites. La volumétrie, principalement, on voit qu'un quart du trafic vient du site Parvis Gare Nord et sur les autres sites connectés avec la fibre Nantes Networks. Donc vraiment dans la réflexion d'avoir un lien de connectivité Internet disponible et à fort débit est vraiment une réflexion qui est importante dans l'emplacement du hotspot et pour assurer le service de qualité. Plus le lien est dimensionné avec un fort débit, plus il y aura l'utilisation et moins de brides seront présentes pour les utilisateurs. On n'aura pas besoin d'essayer d'optimiser les connexions Wi-Fi pour répartir le trafic, mais on peut ouvrir les tuyaux et du coup ça se ressent directement sur la volumétrie du trafic sur les différents sites. Et donc dernier slide qui montre l'évolution globale du nombre de sessions sur 2021. Bon, on remarque que c'est plus ou moins régulier, mis à part la phase en mars de confinement, mais ce qu'on peut le dire, c'est qu'il y a eu une forte affluence sur tout le réseau Wi-Fi tout au long de l'année. Et ce réseau de Nantes Métropole est le réseau où voilà, on exploite plusieurs milliers de bornes aujourd'hui et le ratio nombre de connexions par rapport au nombre de bornes est l'un des plus élevés. Donc voilà, quasiment 100 000 personnes différentes pour 8 bornes fixes et 50 bornes embarquées. C'est vraiment un très fort ratio. On remarque aussi avec des études qui ont été faites par Nantes Métropole que l'utilisation à la fois citoyenne et personne de passage est respectée dans les différents sites. Donc les gens se sont appropriés à la fois ce réseau, les gens de Nantes Métropole se le sont appropriés et les personnes de passage, tourisme ou en transit, l'utilisent également fortement. Et dernier stat, environ 20% des connexions sont faites par des personnes étrangères, avec la répartition juste à côté, donc beaucoup d'anglais, d'espagnol, de roumains, de russes, d'allemands. Donc encore une fois, l'utilisation du réseau à la fois par les citoyens, mais également pour les personnes en transit. Donc voilà pour ces statistiques. Encore une fois, merci à Covage de nous avoir invités sur cette table ronde. Et je laisse la parole à l'agglomération maintenant et à Antoine. Merci. Je récupère la télécommande. Hop là, donc plus sur la partie donc politique et la volonté qui a été et l'ambition qui a été celle de la métropole depuis 2017 et le lancement de ses premières bornes. Donc on va dire
la volonté originelle de la part notamment de Francky Trichet était d'offrir et de pouvoir offrir un accès Internet au plus grand nombre sur l'espace public et sur le territoire de la commune de Nantes et puis ensuite sur quelques points de la métropole. Donc il y avait vraiment cette volonté de répondre à une demande de connectivité. Et puis il y avait aussi la question de l'attractivité du territoire, puisque les touristes n'avaient pas ou n'ont pas toujours forcément du roaming sur leur forfait mobile et donc pouvaient aussi se connecter dans l'espace public afin d'avoir un accès Internet. Et puis il y avait une question aussi qui est assez prégnante pour la collectivité, c'est la question de la mise en évaluation et en débat de ces expérimentations-là pour travailler sur déjà le moyen ou long terme et savoir où est-ce qu'on souhaiterait s'orienter après ce premier type d'expérimentation. Donc le cadre juridique dans lequel on s'est inscrit, il est assez simple, c'est celui qui permet aux collectivités d'être opérateurs d'infrastructures à partir du moment où ils ont constaté un manque d'initiative privée, donc ce qui a été le cas lors de notre lancement, lors de l'appel à manifestation d'intention qui a été fait juste avant l'expérimentation et qui a été donc infructueux puisque justement en fait il n'y avait aucune initiative privée sur le territoire et donc la collectivité publique avait une vraie place et une vraie réponse à apporter et donc il y a eu aussi cette volonté d'utiliser techniquement le réseau comme support, le réseau de fibre comme support, puisque aujourd'hui donc le réseau de fibre est de plus de 1000 km, mais surtout il est présent sur les 24 communes, donc il y a des points de connexion sur les 24 communes qui utiliseraient la fibre. Donc c'est dans ce cadre dans lequel la collectivité s'est inscrite, il y a vraiment eu une volonté aussi d'offrir un service qui était facile, parce que, et j'y reviendrai, la question des connexion est aussi aujourd'hui devenue un sujet social et donc on voulait que le service soit facile en accès mais aussi sur tous les types de terminaux. Donc il y a eu des enjeux de communication, de faire connaître c'est quelque chose, le Wi-Fi, qui est difficilement préhensible, puisque quand vous accédez sur la place du commerce, vous n'êtes pas forcément au courant qu'il y a tout de suite du Wi-Fi. Donc il y a eu aussi une volonté de mettre dans l'espace public les indications pour faire connaître aux personnes qui seraient éventuellement là, qui avaient du Wi-Fi. Donc ça a été aussi l'objet de petits écriteaux, de petites peintures. Et puis il y avait aussi un enjeu qui était pris en compte en amont, c'est l'enjeu d'acceptabilité sociale, puisque les ondes questionnent et continuent de questionner. On le voit avec l'arrivée de la 5G et la collectivité a notamment lancé un observatoire des ondes qui comprend 50 capteurs sur le territoire métropolitain pour justement montrer le respect des seuils et des normes. Donc il y avait aussi cette question-là qui est pour la collectivité qui était importante d'emblée. Et donc comme je l'ai dit, il y avait aussi cette volonté d'évaluer qui est vraiment quelque chose qui est vraiment inscrit dans nos process et dans nos manières de faire pour envisager ou non un déploiement à plus grande échelle. Et donc à la fois pour évaluer est-ce que ça marchait. Bon, je pense que les statistiques qu'on a vues le montrent bien. Et puis aussi la question en fait, du Wi-Fi public. Est-ce qu'il y a un réel intérêt et s'il y en a un, pour qui et donc toutes ces questions ont été posées et j'ose espérer on y a répondu dans l'évaluation afin de définir justement cette stratégie de la collectivité que je vais vous montrer après pour le futur. Donc l'évaluation vis-à-vis des usagers, elle a été positive, voire même très positive. Les gens ont été contents pour deux choses, pour la facilité d'accès et pour la qualité du réseau, parce que c'était aussi une des choses qui pouvait parfois être décriée, ou du moins l'image qu'on pouvait avoir sur le Wi-Fi public, c'est que ça serait quelque chose de pas sûr. On se connecte et tout le monde se connecte sur son terminal et récupère toutes ces données. Et la deuxième, c'est le réseau est un peu nul et en fait finalement ça n'a pas grand intérêt de s'y connecter. Donc là-dessus on a été, c'était vraiment les deux gros points sur lesquels on a été satisfait, mais surtout qui ont nourri l'ambition de déploiement futur.
Il y a eu des difficultés, on s'en cache pas, notamment parfois c'est compliqué de faire connaître le dispositif comme je l'ai dit, surtout à des publics plus étrangers. Et puis donc il y avait ces préjugés mais qui ont pu perdurer, mais en tout cas pour les utilisateurs, il y avait pas, on voyait bien que les préjugés étaient très rapidement amenuis. Donc à la suite de ces évaluations, donc les cahiers de l'évaluation, vous pouvez les retrouver sur le site du dialogue citoyen de la métropole. Donc, on va dire que comme l'évaluation a été positive, la collectivité a choisi de poursuivre et d'amplifier nos implantations. Et on s'est engagé sur 3 axes qui aujourd'hui nous paraissent importants, qui est garantir le sens qui a été donné par les habitants de la métropole au service du Wi-Fi public. Donc tout ce qu'on a pu évoquer, facilité de connexion, respect de la donnée, mais là c'est assez évident. Et puis il y a d'autres points aujourd'hui et qui est, je vais y revenir après, mais en tout cas qui est, si vous voulez, dans l'ambition initiale et la pensée initiale, on pensait s'orienter vers une population plus touristique, c'est-à-dire des touristes qui auraient eu besoin. La réalité fait qu'en fait, il y a eu une vraie prise d'usage de la part des citoyens de Nantes. Et donc, nous, dans nos réflexions, aujourd'hui, on souhaite s'orienter vers en fait, un Wi-Fi public au service avant tout des habitants, mais pas forcément n'importe quel type d'habitants, surtout des publics plus en précarité ou plus éloignés du numérique. Ça a été notamment le cas sur la place du commerce et au Nef, où en fait il y a eu l'utilisation par beaucoup de populations précarisées et migrantes de ces bornes Wi-Fi publiques et qui ont aussi contribué à venir réduire une fracture numérique. Donc aujourd'hui, en interne, nous, c'est la structuration pour poursuivre en fait la réflexion sur les sites à équiper en partenariat avec Covage sur le réseau et puis avec COS sur le déploiement des bornes. Voilà, là, c'est vraiment la question du passage à l'échelle qui pour nous a été, sur laquelle nous sommes interrogés et sur la direction à prendre. Et aujourd'hui, l'ambition qui est la nôtre est donc de déployer à minima une borne de Wi-Fi public sur les 24 communes, donc sur 21 puisqu'il y en a déjà 3 qui sont équipées, Nantes, Rezé et Bougnay. La Caisse des dépôts a mené une petite étude justement sur les Wi-Fi publics il y a 2 ans, et la métropole était citée voilà, sur le côté plus prospectif, et la question était surtout de l'unification en fait de ces réseaux. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qu'on a déjà fait au niveau de la ville de Nantes, comme l'a présenté Pierre-François, puisque si vous êtes en outdoor, vous êtes connecté au service Nantes Wi-Fi public via les bornes COS. Par contre, si vous êtes connecté en indoor, là, vous êtes toujours connecté sur le Nantes Wi-Fi public, même plateforme, même usage. Par contre, là, c'est opéré par la ville sur l'allumage des fibres et la construction du réseau par Covage. Donc il y a vraiment pour nous la question de l'unification. Donc pour répondre aussi, et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est que le réseau s'adapte aussi à nos politiques et aux évolutions qu'on peut connaître. Et aujourd'hui, celle qui est l'ambition de la métropole de Nantes, c'est le numérique responsable, qui est vraiment un des axes forts et une politique qui est en cours de définition aujourd'hui. Et on considère que le Wi-Fi public va être un outil à ce service-là, puisqu'il va participer à notre démarche d'inclusion numérique, donc qui est équipé, connecté, formé, et donc là particulièrement connecté. Et puis aussi, il répond à un principe donc nous qu'on s'est fixé, qui est l'utilisation du mix technologique. Il n'y a pas que de la fibre, il n'y a pas que du réseau GSM, il n'y a pas que du Wi-Fi public, il y a un peu de tout, et il faut qu'il y ait un peu de tout. Et pour notamment une démarche de sobriété énergétique. Quand on voit aujourd'hui les questions qui peuvent poser l'arrivée de la 5G et les consommations énergétiques liées à la 5G, c'est le Wi-Fi public peut, et j'espère, sera une réponse à ces questions-là. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le réseau de fibre, comme je l'ai évoqué, est une vraie chance, puisqu'en fait, il a une agilité qui aujourd'hui nous permet en fait de s'adapter très rapidement à ces architectures qu'on souhaite lui donner. Puisqu'il est déjà présent sur les 24 communes. Mais là aussi, si l'ambition première était celle des entreprises,
propositions faites par notre délégataire, mais aussi les réflexions qu'on a en interne sur la Smart City, comme vous avez pu le voir juste à la conférence d'avant, sont aussi des choses qui viennent nourrir et faire évoluer les réflexions, et le réseau en fait de Wi-Fi public, qui est la base, le cœur même de ces réflexions, enfin du support de ces réflexions, s'y adapte très aisément. Alors aujourd'hui, de manière très concrète, donc les réflexions sont engagées pour un déploiement généralisé. Le Wi-Fi public dans les communes suppose 4 choses, hein, donc un courant continu à proximité d'un mât, puisqu'il faut allumer la borne Wi-Fi. La fibre, si elle n'est pas trop loin, c'est encore mieux parce que ça coûte un peu cher, sinon trop loin de déployer. Et puis aussi, il faut qu'en interne, on élabore, on construise un outil d'aide à la décision pour les communes, parce que là, c'est aussi vraiment le rôle de l'EPCI, c'est d'accompagner les communes. Alors, il y a des grosses communes qui n'ont pas besoin de nous, et c'est tant mieux. Il y a des communes aussi avec moins de services, et donc qui s'appuient plus sur la collectivité métropolitaine. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on souhaite offrir, c'est une sorte d'offre clé en main partenariale avec Covage et avec COS pour proposer aux communes en fait aussi bien un appui technique qu'humain pour déployer typiquement sur la place de la mairie ou la place de l'église une borne Wi-Fi dans un premier temps, et puis on ambitionne déjà, mais là vraiment sur un terme un peu plus long, d'accompagner aussi les communes sur l'utilisation et l'usage de ces Wi-Fi publics, mais là ça sera une question qui viendra dans quelques années, mais qu'on commence déjà à se poser. Et donc voilà, pour conclure, aujourd'hui la collectivité sort de la phase expérimentale et aujourd'hui rentre dans un schéma de déploiement beaucoup plus concret et industriel pour couvrir son territoire. Je ne sais pas si Pierre-François veut conclure. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Merci Antoine, merci Guillaume, merci à tous les deux. Il nous reste quelques minutes, oui, on va dire ça, pour prendre des questions, s'il y en a dans la salle. Oui. Alors, c'est le même visuel de portail captif, effectivement. Après, c'est deux plateformes décorrélées, mais il y a une reconnexion automatique, effectivement, au sein de indoor, et une reconnexion automatique au sein des sites outdoor. Pour l'instant, il n'y a pas de continuité de service entre l'indoor et l'outdoor, mis à part à la première connexion. Ouais. Donc, il y a un portail pour les sites indoor et un portail pour les sites outdoor. Vous allez repasser une fois par le portail, là, c'est ça. Après, dans tous les sites indoor et dans tous les sites outdoor, ça sera de façon continue. Alors nous, en tant qu'opérateurs, voilà, les autorités nous demandent d'horodater toutes les connexions, c'est-à-dire adresse MAC, port source, port destination et l'adresse IP de destination. Donc c'est juste de l'adresse MAC qui est demandée. Une fois qu'on a transmis cette adresse MAC, derrière on a fait notre rôle d'opérateur et donc c'est transmis ensuite aux autorités. Il n'y a pas un numéro de téléphone ou un mail n'est pas une sécurité en plus à communiquer. Alors, oui, mais en tout cas, c'est ce que nous demandent les autorités. Nous, c'est de conserver juste l'adresse MAC et d'horodater toutes les connexions derrière. Et on a régulièrement, quasi toutes les semaines, des commissions rogatoires aussi. Et voilà, effectivement, le fait de rajouter des informations, notamment un numéro de téléphone potentiellement raccroché à un contrat, peut donner plus d'informations, mais complexifie le processus de connexion. L'idée, c'est de trouver la balance pour que les personnes adhèrent au service, tout en respectant, nous, on prend la responsabilité en tant qu'opérateur pour la collectivité, donc on se doit d'être compliante, et l'adresse MAC pour l'instant c'est ce qui nous est demandé. Oui, alors ça c'est de façon automatique, effectivement, le navigateur de tous les terminaux, que ce soit mobile ou PC, pousse ce qu'on appelle un user agent avec la nationalité.
C'est la nationalité du terminal utilisé. Donc effectivement, bon, ça, voilà, dans la majorité des cas, je pense que vous avez un terminal en français, comme moi je l'ai, même si voilà, certains ont un terminal en anglais. Mais voilà, au vu des statistiques, il y a quand même des populations étrangères assez diverses et variées qui se connectent, au réseau. Il y a certaines collectivités, effectivement, qui demandent plus d'informations sur le portail, comme l'adresse mail potentiellement. Mais voilà, là, c'est pas le souhait de Nantes Métropole. Oui, monsieur. Je vous laisse peut-être vous présenter. Ça sera donc la dernière. Aujourd'hui, oui. L'ambition, en tout cas, sera de continuer. On a un forfait en fonction de la borne, si c'est une borne 4G ou si c'est une borne fibre. En tout cas, sur les bornes fibres, oui, c'est un forfait fixe que la collectivité prend en charge. Alors, c'est surtout un coût d'installation. Le coût de fonctionnement n'est pas forcément très très élevé par rapport au coût d'installation. C'est à peu près, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le capteur d'ondes. En fait, la collectivité finance les capteurs d'ondes pour toutes les communes sur le territoire. Donc, et leur propose éventuellement, si elle le souhaite, d'en déployer plus, de le prendre à leur charge. En tout cas, d'en offrir un minimum au nombre de populations quelques-unes. Mais après, bien sûr, si une commune rurale veut couvrir son territoire en wifi public, il n'y aura aucun souci, je pense, pour le faire, même si les coûts seront très élevés. Voilà, écoutez, c'était donc la dernière question, puis le temps imparti est écoulé. Il me reste à vous remercier d'avoir assisté à cette table ronde. Évidemment, nous restons à votre disposition pour échanger s'il devait y avoir encore d'autres questions. De toute façon, nous sommes ici les 2 jours sur le forum. Voilà, merci, bonne journée, bon appétit à tous. Au revoir.